Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Bonjour Noémie. Bonjour Lorenzo. Merci beaucoup pour ton accueil chez toi. On est chez toi là à Paris. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité. Je crois que c'est un sujet que tu abordes souvent. Alors je voulais en parler avec toi pour 2 raisons. La première, c'est que c'est quand même une activité qu'on a depuis la nuit des temps, et pourtant c'est quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser du tout. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais te parler de ça, c'est que donc je vais faire une petite introduction en parlant de toi, de tout ce que tu as déjà fait. Alors tu es actrice, autrice, humoriste, essayiste, écrivaine, chanteuse, metteuse en scène, productrice. Ta parole semble libre, féministe et réfléchie. Et selon Wikipédia, tu es considérée comme un des fers de lance de la sororité, une figure du féminisme en France. Alors, ça m'intéressait d'avoir ton regard parce qu'aussi tu as fait plein d'œuvres, tu as créé plein de choses autour du féminisme, de la sexualité, la sororité, tout ça. Notamment le journal L'Histoire de mon cœur et de mon cul. Tu as également écrit et joué des spectacles comme Femmes libérées, Féministe pour hommes nommé Molière en 2020, et tu joues en ce moment L'harmonie des genres. Alors tous ces spectacles abordent tous ces thèmes dont on vient de parler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es emparé de ces sujets? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un certain moment dans ta vie, et pourquoi tu en as fait une sorte de point central de tout ce que tu crées en termes d'art? Sur la cause des femmes ou sur la sexualité? Les deux. C'est surtout la cause des femmes, j'ai l'impression, ton sujet principal, mais du coup ça englobe la sexualité qui est un point assez important. En fait, j'étais pas du tout, je me suis jamais considérée femme. Enfin, j'ai jamais compris que j'étais une femme. J'ai jamais rien vu dans ma vie qui me faisait dire que j'étais une femme. Enfin, pour moi, c'était pas un sujet, le genre, le sexe. Enfin voilà, je me considérais artiste, oui. Je me considérais française, parisienne, bourgeoise, blanche, plein de choses. Mais femme, ça m'avait jamais percuté, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler sur France Inter avec Frédéric Lopez, et que je devais faire des chroniques toutes les semaines et que je débutais à cet exercice, que Frédéric un jour m'a dit mais raconte ce qui te met en colère. C'est quand t'es en colère que t'es drôle et intéressante. Et donc chaque semaine, je racontais ce qui me mettait en colère. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçu, enfin tout le monde s'est aperçu que tout ce qui me mettait en colère était toujours lié à mon genre. C'était les injustices que je subissais ou que j'observais étaient toujours dues au fait que j'étais une femme. Et donc ça a commencé à m'intriguer. Et en plus, parallèlement à ça, j'ai joué à Toulouse, justement parce qu'en fait, je vais jouer à Toulouse ce soir, sinon ça n'a pas de sens. J'ai joué à Toulouse les monologues du vagin. Et donc j'ai découvert cette pièce, ce texte incroyable qui m'a fait me sentir femme pour la première fois de ma vie. Mais de manière très positive, qui m'a donné le sentiment d'appartenir à la communauté des femmes à travers les âges et à travers l'espace. C'était très fort. Et donc les 2 choses parallèles, ça a commencé vraiment à me faire développer cette conscience féministe. Est-ce que tu sais expliquer, parce que tu as une sorte d'explication de pourquoi on connaît si mal la sexualité alors que c'est quand même l'origine même de l'être humain? En fait, je pense que c'est devenu... Enfin, alors, je tiens à préciser que je réfléchis beaucoup aux questions de sexe et que j'en parle beaucoup, mais vraiment de manière... Enfin, je fais de la vulgarisation et tout. Je suis pas sexologue, je suis pas historienne, ou j'ai pas... Mais mon sentiment, c'est que c'est devenu un enjeu. Enfin, je veux dire, très vite, la procréation, fabriquer des enfants, donc fabriquer une tribu plus forte, être plus nombreuses que les gens d'à côté, fabriquer de la main d'œuvre, fabriquer des gens qui allaient chasser des bisons et plus tard cultiver des érelles. Enfin, tout ça, c'était un sacré enjeu, quoi. Donc les bébés naissant du ventre des femmes et venant de la sexualité, c'est devenu un truc très très important, c'est devenu un enjeu crucial, quoi. Et ce qui est d'ailleurs sans doute l'origine de la domination masculine et de l'emprise des hommes sur les femmes pour pouvoir garder auprès d'eux ce trésor qui est la fabrication de l'humanité. Et donc
comme souvent les dictatures et les emprises, ça passe par l'ignorance. Donc je pense qu'il a été très très important pour les classes dominantes de laisser les gens et notamment les femmes dans l'ignorance du fait que ça pouvait être juste un plaisir, et on peut avoir une sexualité non procréative, enfin toutes ces choses là quoi. Donc c'est marrant vraiment de voir à travers les âges toutes les différentes étapes par lesquelles on est passé sur la sexualité des femmes, parce que les hommes vraiment c'est open bar, hein, ça y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, mais les femmes vraiment on est passé par des époques. Alors je parle de la France puisque c'est ce que je connais, mais enfin l'Europe, je parle pas de culture plus lointaine de nous, mais c'est fou, on est passé par des étapes où on pensait que les femmes ne devaient surtout pas jouir jamais, que c'était mauvais pour la santé, qu'elles risquaient d'en mourir, etc. Et donc avec leur propre mari, hein, elles avaient des chemises de nuit avec juste un trou. Tu vois, il fallait surtout pas crier, pas avoir de plaisir, fallait faire comme ça et faire des enfants. Il y a eu des périodes où au contraire, d'un coup, l'orgasme féminin est devenu, en fait, on pensait qu'on pouvait pas faire, les femmes pouvaient pas tomber enceintes si elles jouissaient pas. Et donc les hommes commençaient à développer, il faut savoir faire des trucs, etc. Il y a eu des sorcières où on pensait que c'était elles qui. Enfin, vraiment, la sexualité des femmes a été, mais en tout cas toujours dans l'ignorance. Mais là, c'est quand même un truc. Le plaisir des femmes, c'est quand même un truc cyclique, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui vient d'arriver et qu'on redécouvre, enfin qu'on découvre depuis. Donc c'est quelque chose qui a déjà existé, c'est une recherche qu'on a déjà faite. Ouais. Mais comment ça se fait c'est comme si c'était tombé dans l'oubli aujourd'hui et que ça revient. Ça s'appelle le patriarcat. Ah, c'est ça. Lorenzo. On en fera un podcast sur le patriarcat. Bah, je pense. Tu peux même peut-être en faire 10. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, que les femmes jouissent et qu'elles puissent maîtriser leur plaisir et maîtriser leur corps et maîtriser leur faculté procréatrice, c'est le pire cauchemar du patriarcat. C'est le pire cauchemar de ce système qui fonctionne sur l'asservissement des femmes. Donc tout est fait pour les couper de ça. Est-ce que, d'une manière plus concrète, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire dans l'éducation sexuelle des enfants ou des jeunes? Parce que les enfants, c'est peut-être un mot... Mais non, je pense pas. Je pense que voilà, justement, dans l'éducation sexuelle depuis le plus jeune âge, pour rééquilibrer ce sentiment de domination d'homme sur la femme. Ouais, changer le monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement ancré, c'est tellement compliqué tout ce qu'il faut faire. Mais enfin, en revanche, là où je te rejoins, c'est que je pense que le travail qu'on pourrait faire sur la sexualité serait vraiment un outil formidable pour lutter contre le patriarcat et la domination masculine. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les choses se cristallisent beaucoup à cet endroit-là. Oui, dans ce rapport de force, ce rapport à la sexualité, enfin, de tout temps, ça c'est pour le coup, c'est de tout temps et dans toutes les civilisations, ici ou à l'autre bout du monde, le viol est conçu comme une arme de guerre, quoi. Ah ouais, c'est ça, les Vikings déjà à l'époque, même maintenant, on le voit encore avec les guerres qui en ce moment. C'est fou. Effectivement, c'est un peu une sorte de menace de terreur, un peu. Ouais, oui. Oui, parce que c'est effectivement mettre la graine de l'ennemi, enfin mettre la graine de sa graine dans le ventre. Ouais. C'est vraiment on plante un drapeau dans l'utérus des femmes, quoi. Est-ce que des fois ta sexualité va à l'encontre de ton combat féministe? Alors c'est tout l'objet de mes réflexions en ce moment. Vraiment beaucoup de vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, mon nouveau spectacle Harmonie des genres, un projet de série que j'ai en ce moment qui s'appelle Nu. Partent de ça, enfin partent de ce constat que en fait notre érotisme, à chaque fois que je dis nous, je parle vraiment des sociétés occidentales et de maintenant. Il est vraiment, je m'en suis aperçu de plus en plus à force de m'étudier moi, de me renseigner, de regarder la pornographie, enfin toutes les formes de pornographie que j'ai pu trouver et d'explorer tout un tas de choses. En fait, notre érotisme est basé sur la culture du viol. C'est-à-dire que notre érotisme, d'abord, est évidemment hétérosexuel, androcentré, bien sûr, et l'idée, c'est ce qui nous excite, ce qui nous est montré, mais depuis les contes de fées, jusqu'à la pornographie, en passant par les pubs, les films, les médias, enfin, partout, on nous montre un homme... Et t'as un exemple, par exemple, un conte de fées Mais tous. Enfin, la Belle au Bois dormant, c'est un viol, en fait, elle dort, la dame, donc c'est pas bien. Enfin, c'est tous les contes de fées enfin, les anciens, ceux qui nous ont, enfin, on n'a pas le même âge, mais, mais, t'as quel âge? 34. Ah oui, presque. C'est gentil. En fait, il raconte une femme passive et disponible, dont le seul but est de plaire et de satisfaire.
et un homme entreprenant et dominateur, qui est le sujet, qui prend. L'homme prend, la femme est prise. Voilà, c'est ça qu'on nous montre depuis toujours. Et en fait, je me suis rendu compte récemment à quel point c'était, là je parle de moi, mais vu les commentaires que j'ai sur mes vidéos qui sont vues par des milliers de gens, j'en déduis que je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui est un petit peu universel. Mais donc je me suis rendu compte que mes propres fantasmes étaient ceux-là. C'est-à-dire que évidemment que je me bats au quotidien pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour un monde harmonieux et pour une éthique humaine, et pour autant je vais rechercher des hommes plus grands, plus forts et plus puissants que moi. Je vais rechercher des hommes qui me dominent. Je vais rechercher et donc ça déjà dans le sentiment amoureux, c'est-à-dire que dans le couple, c'est ça que je vais rechercher. Et alors après, dans la sexualité, où là c'est encore plus profond, où il y a des réflexes encore plus compliqués, où l'inconscient est encore plus émergent. Alors là, c'est n'importe quoi. Là effectivement, je peux avoir des fantasmes qui sont tout à fait, qui sont même proches de l'humiliation, tu vois. Mais comment on sait si c'est des fantasmes à nous ou de la société? Non, mais ils sont. Est-ce que c'est pas impossible d'avoir des fantasmes qui sont hors de ce qu'on nous montre? Si, je pense que c'est impossible. Je pense que tous nos fantasmes sont de l'inconscient collectif. Enfin. Mais donc l'idéal, ce serait quoi? C'est parce que j'ai l'impression que l'idéal, ce serait qu'on ait nos propres fantasmes, qui soient pas dictés par quelque chose, et encore moins par le patriarcat dans ce cas-ci. Mais qu'est-ce qu'on... ce serait quoi l'idéal en termes de... Comme tu disais, je sais pas si on peut avoir nos propres fantasmes, mais ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, il y a un discours dominant qui est quasiment hégémonique. Donc, en fait, on peut pas se nourrir d'autre chose. S'il y avait plusieurs propositions, s'il y avait 1000 propositions fantasmagoriques qui étaient relayées, alors ce serait peut-être pas nos fantasmes, mais on aurait le choix. Donc finalement, ça deviendrait les nôtres, juste parce qu'on aurait la liberté de s'inspirer de telle ou telle chose. Et ça marche. Enfin, moi, je me suis rendu compte, par exemple, avec les poils sous les bras des femmes ou les règles, etc. Il y a des années, c'était des mots, le mot vulve. C'était des mots, des images, des concepts qui pour moi étaient extrêmement choquants. J'étais là, elle a des poils sous les bras, je trouve ça moche. Elle parle de ses règles. Ça me faisait des trucs épidermiques, physiques. Donc, comme si ça passait pas par ma tête, comme si c'était quelque chose de authentiquement dégoûtant, puisque ça me faisait, voilà. Et grâce à des comptes Instagram géniaux de nanas qui font de la vulgarisation, qui se montrent avec leurs poils, qui parlent de leurs règles, ce travail que j'ai fini par rejoindre d'ailleurs, parce que je participe à ça maintenant. Mais avant de le faire, j'ai été moi-même formée, guidée par d'autres femmes. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux te dire vulve au petit déjeuner. En fait, j'ai compris que vulve c'était comme nez ou épaule. Enfin, c'est un terme anatomique, il n'y a pas de problème. Que les règles, qu'il y avait c'était pas plus gênant de demander un Kleenex pour mettre de la morve dedans que de demander un tampon pour mettre du sang dedans, etc., etc. Et donc je me dis, et quand je vois l'effet incroyable que ces images ont fait sur moi et à quel point ça m'a libérée, etc., je me dis que et c'est d'ailleurs le rôle que je me donne. J'essaie de proposer d'autres modèles d'érotisme qui soient égalitaires, et que petit à petit, à force de s'y habituer, on finisse par les trouver sexy, quoi. Mais donc en fait, l'idée c'est d'avoir plus de choix, en fait, plus d'options, et pas juste une option qui aujourd'hui convient au patriarcat. C'est ça. Et qui met en scène toujours un homme et une femme, blancs, valides. Et au final, on pourrait finir par être féministe et soumise, mais par choix et pas par... Exactement. Est-ce que tu crois que la sexualité c'est genré? Ou est-ce que justement tu combats le fait que on puisse aimer dominer et être un homme hétéro? Est-ce que dans ton combat, tu essaies de dénaturer dénaturer, c'est peut-être pas le bon mot du coup, mais en tout cas ancrer le fait que l'homme est dominant, la femme est soumise, et que du coup, aujourd'hui, c'est très genré la domination, en tout cas, ce concept-là. Est-ce que c'est un combat en tout cas, c'est un souhait que tu aurais de démystifier ça, ou en tout cas de laisser la place à ce que ce soit plus genré? Je sais pas si ma question est très claire. Si, elle est très claire, mais pour le coup, c'est vraiment c'est tout à fait ce que je disais. C'est-à-dire que quand je te parle de proposer de nouveaux modèles, c'est ça. C'est proposer des modèles où d'un coup ça devient sexy, que les deux soient à égalité, ou que la femme domine, où toutes ces choses sont possibles, où on peut envisager une sexualité dans laquelle la pénétration ne serait pas centrale, qui ne serait pas là aujourd'hui, non seulement
alors c'est hétéro évidemment, c'est tout à fait basé sur la pénétration, c'est-à-dire qu'en gros on dit il t'a pas pénétré, t'as pas fait l'amour, enfin oui, c'est comme le mot gros, préliminaire. Voilà, c'est magique. Ça, c'est extraordinaire, c'est préliminaire. C'est comme si tu disais que le repas, le préliminaire, à mettre dans la machine, enfin, la vaisselle ou la vaisselle, c'est grotesque. Et surtout, c'est, non seulement c'est basé sur la pénétration, mais c'est basé sur le plaisir masculin. C'est-à-dire qu'en gros, un rapport sexuel commence quand l'homme bande et il se termine quand il a éjaculé. C'est ça, enfin, c'est ce que nous montre 100% des films, qu'ils soient pornographiques ou mainstream, enfin, tu vois, c'est, alors, l'homme fait ah comme ça, la femme fait ah, il fait elle fait ah, c'était si bon Patrick. Et t'es là, mais qui, enfin quelle femme, enfin ça n'existe pas quoi. Les hommes ne s'appellent pas tous Patrick, hein. Mais bref. Et donc effectivement, commencer à montrer et à érotiser surtout, tu vois, des sexualités qui seraient non pénétratives, qui s'arrêteraient ou qui reprendraient à des endroits différents, qui seraient plus centrés sur le plaisir de la femme, où il pourrait y avoir deux femmes entre elles et qui ne seraient pas en train de faire ça pour un homme qui serait en train de les regarder. Enfin, il y a tellement 1 milliard de trucs à faire. Et pour l'instant, je dis ça comme si c'était une révolution. Il y a déjà plein de femmes, plein de pornographes formidables, Olympe de G, Erika Lust. Enfin, il y a plein de femmes qui proposent déjà de la pornographie égalitaire, etc. Mais il y a 2 problèmes à mon sens. Un premier, dont elles ne sont pas du tout responsables, qui est que cette pornographie-là, elle est payante. Parce que comme elle est faite de manière éthique, que les gens sont payés, c'est payant. C'est payant et du coup c'est pas accessible aux enfants, aux jeunes, alors que mon fils de 9 ans, il me prend mon téléphone en 2 secondes, il est sur YouPorn. Enfin, on lui demande rien. On lui demande s'il a 18 ans. Oui, et voilà, et il y a écrit en énorme oui, en vert qui clignote et en tout petit non. Non, enfin, et tu seras déçu. C'est ça, non mais vraiment. C'est-à-dire que même s'il sait pas lire, évidemment qu'il appuie sur le bouton. Enfin, bref. Donc ça c'est le premier gros problème, c'est que la pornographie mainstream, sexiste, raciste, LGBT-phobe, etc. Elle est accessible partout et puis même elle transpire tu t'allumes la télé, tu regardes une pub, c'est ça qui est montré, alors que la pornographie féministe est introuvable. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'avoue que pour l'instant, sans doute parce que je suis encore mindfuckée, tu vois, par le patriarcat, mais il y a rien dans cette pornographie féministe pour l'instant qui m'a excité quoi. C'est vraiment je suis là. C'est un peu plus édulcoré mais ça reste Non, c'est pas du tout édulcoré. Ah, non, c'est juste... ce que je veux dire c'est que c'est un peu plus dilué le patriarcat, enfin ce truc de domination, mais c'est pas exactement ce que tu voudrais voir en termes de pornographie. Mais je sais pas ce que je voudrais voir. Non, j'ai pas mieux à proposer, c'est juste que et c'est justement en regardant cette pornographie là égalitaire que je me suis rendu compte à quel point notre érotisme était fondé sur les rapports de force, sur l'antagonisme. Et qu'en fait, quand il y en a pas, quand t'as des gens qui sont là, est-ce que je peux mais oui, bien sûr. En fait, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire, du coup, ça devient un truc anatomique avec des bites dans des chattes, et t'es là. Enfin, et en fait, tu te rends compte que un bout de chair dans un bout de chair, s'il y a pas, tu vois, le truc autour, en fait, on s'en fout, quoi. Du coup, ça devient comme si quelqu'un se mettait les doigts dans le nez. Enfin, je veux dire, tu vois, il se passe rien. Et je sais pas quelle est la solution. Enfin, je pense que c'est le temps. Enfin, le temps et la multiplication là, ça m'a rien fait, mais ça se trouve, à force, tu vas finir par trouver, peut-être il faut y aller aussi plus doucement, peut-être faut commencer par jouer un peu encore avec les codes du patriarcat, enfin, tu vois, avec les codes qui nous ont élevés. On n'a pas trop le choix parce que aussi c'est une question de rentabilité, c'est-à-dire que les gens qui créent des films ils doivent vendre et pour vendre s'ils font des trucs complètement des trucs que personne ne veut ou en tout cas n'est prêt à voir aujourd'hui, ils le feront pas quoi. Enfin, ils produiront pas de films qui se vendent pas et qui se téléchargent pas. Tu penses quoi de toutes les nouvelles formes de sexualité, enfin nouvelles en tout cas qu'on a l'impression de découvrir mais qui existent depuis toujours, comme le polyamour ou comme le BDSM ou comme des pratiques sexuelles qui sont moins courantes ou moins tolérées on va dire sociétalement. Est-ce que c'est des options que tu penses qu'il faut laisser ouvertes ou est-ce que t'as un avis plus tranché là-dessus sur Alors le polyamour c'est pas sexuel, c'est parce non, c'est une question d'avoir plusieurs amoureux en même temps. Donc il y a vraiment une question de sentiment. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là effectivement en ce moment il y a l'émergence comme tu dis de choses qui existent depuis très longtemps mais qu'on commence à nommer
et etc. et qui touche autant les manières de s'aimer, donc le célibat, les couples ouverts, les troupes, le polyamour, voilà, et que les manières de faire du sexe. Et donc le BDSM, le sexe positif, le libertinage, enfin voilà. Et effectivement, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est. Alors, en tout cas, moi, je suis complètement en exploration de ça en ce moment, donc j'ai l'impression que c'est très présent, mais ça se trouve pas pour les autres gens qui continuent à avoir une vie normale. Mais oui, ça me semble. Enfin, explorer ces choses-là. Encore une fois. Il s'agit pas de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, c'est comme avec les modèles. Mais donner des options, je pense que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que ça, c'est une autre remarque que je me suis faite, c'est que la plupart des gens, dont j'ai fait partie pendant longtemps, etc. T'as 13 ans, on te dit alors t'es un amoureux ou une amoureuse, tu vois, et donc on t'indique dès le plus jeune âge que ton but dans la vie, surtout quand t'es une fille, ça va être de trouver quelqu'un pour te mettre en couple. Et puis quand t'as trouvé quelqu'un, tu l'embrasses, tu fais l'amour avec, tu lui dis je t'aime, ça y est, t'es un couple, t'emménages, tu fais un enfant, tu te maries, t'en fais un deuxième, et en fait, tu te poses aucune question. Il y a des étapes, il y a un parcours, tu vois, avec les marches, les unes après les autres, et tu te retrouves à un moment, t'as 50 ans, et t'es là, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Tu ne t'es jamais posé aucune question sur ni ta manière d'aimer, ni ta manière d'être aimé, ni ta manière de concevoir le couple, ni ta manière de baiser, rien. Parce qu'on nous éduque, c'est pas que les gens sont cons, c'est juste que d'abord ils ont autre chose à foutre parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, parce qu'il faut qu'ils survivent dans ce monde de plus en plus hostile, et c'est surtout parce que à aucun moment dans le parcours scolaire ou dans la vie de la société, etc., on nous incite à nous poser ces questions-là. À aucun moment on nous incite à y réfléchir. C'est jamais un sujet, quoi. Mais donc pour toi, de nouveau, c'est une question d'option, c'est-à-dire qu'il faut tester et puis chacun fait ce qu'il veut à la fin, quoi. Et se dire que tout est possible, tout est possible. Vraiment, on peut faire des enfants avec des gens, en aimer d'autres, coucher avec d'autres, faire ça ensemble, à 2, à 3, seul, rester célibataire, ce qui ne veut pas dire seul justement toute sa vie, et parce qu'en fait, on trouve son bonheur avec des amis, avec sa famille, avec des chats. Enfin, je veux dire. Se dire qu'il n'y a pas c'est comme si on disait que tout le monde devait faire le même métier, en fait c'est quand même dingue qu'on puisse imaginer que tout le monde est censé s'aimer de la même façon. Après c'est les injonctions de la société aussi en termes de travail, en termes de plein de choses. Là effectivement on parle de sexualité, mais on peut pousser cette réflexion aussi dans tous les autres domaines. Est-ce qu'il faut travailler 8 heures par jour tous les jours pour être heureux? Est-ce qu'il faut Je ne pense pas. J'ai la réponse. Est-ce que j'ai une impression, c'est que tout ce que tu as créé, c'est une sorte de message de paix entre les hommes et les femmes, et que tu essaies de faire un truc un peu didactique pour que tout le monde se retrouve dans ce que tu expliques. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que ça marche? Est-ce que dans tes salles de spectacle, tu arrives à attirer des hommes et tu reçois des messages positifs te disant en fait on est content, tu nous as parlé aussi à nous? Enfin, est-ce que c'était le but de base, et est-ce que ça fonctionne? C'est tout à fait le but. L'idée, c'est vraiment justement. Enfin, je te disais que la plupart des gens ont pas le temps de réfléchir parce que il y a des choses à faire dans ce monde. Et moi, j'ai la chance inouïe d'être artiste, d'être une privilégiée, et donc d'avoir du temps pour réfléchir. Et j'ai le sentiment que ma mission, quoi. Enfin, tu vois que ça m'émeut n'importe quoi. Tu vois ça comme une mission? Ouais, comme j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, justement d'être une privilégiée. Enfin, j'ai énormément de privilèges, et ça me semble, je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et ça me semble être la moindre des choses que de le redistribuer, et que la manière de le redistribuer, c'est de partager le fruit de mes réflexions. J'ai le temps et le luxe d'avoir le temps de réfléchir, donc la moindre des choses pour moi, c'est de partager le fruit de mes réflexions, et effectivement de donner aux gens qui m'écoutent des outils, tu vois, en disant voilà, évidemment j'ai pas de réponse, enfin jamais de la vie, je prétendrai jamais donner des leçons ou des réponses aux gens, mais en revanche dire voilà, je me suis posé toutes ces questions-là, je sais que vous les posez aussi, j'ai expérimenté ça, leur dire voilà, vous avez autre chose à faire, moi j'ai cette chance-là, je le fais pour vous. Voilà, comme ça, voilà, je fais pour vous, et voilà le résultat. Voilà, j'ai pensé ci, j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, je me suis dit ça, etc. Et je livre aux gens, etc. Et effectivement, pour répondre à ta question,
enfin tous les jours, parce que pour le coup, tous les jours on me reconnaît dans la rue, on vient me parler, etc. Voilà, tous les jours des gens, beaucoup de femmes, j'avoue, mais aussi des hommes, viennent me remercier pour leur avoir débloqué un truc, permis de comprendre ça. Ah, ça m'a. Et après, c'est leur réflexion, c'est leur vie, c'est leur. Ouais, Enfin, et chacune a tu vois, son. Tu mets une graine. Mais voilà, je mets une graine. Je mets une graine, j'ouvre une porte, j'éclaire un chemin, et après les gens, tu vois, cheminent dessus. Et c'est super beau, quoi. Et est-ce que dans ta vie personnelle, tu vois le changement? Est-ce que tu vois l'évolution des hommes et des relations sexuelles ou pas encore assez? Est-ce que t'as l'impression qu'on va vers quelque chose de mieux ou pas? Tu vois une évolution positive? Bah, en fait, il y a vraiment, je sais pas si t'es familier avec le concept du backlash. Non. Le retour de bâton. Okay. En fait, systématiquement, quand il y a des grandes avancées sociales, il y a ce qu'on appelle un retour de bâton de l'ordre dominant qui va, voilà. Oui. Donc ça se fait pour les grandes avancées, tu vois, prolétaires, etc., qui sont ensuite, enfin, je veux dire, on a le code civil juste après la Révolution, on a, enfin, donc et c'est valable évidemment pour les avancées féministes. Et ben, on a vu à chaque avancée, disons que là on dit qu'on est la 4e vague féministe, et on a vu vraiment après chaque vague des retours de bâton monstrueux. L'avortement aux États-Unis, là, ce qui se passe en ce moment, c'est absolument monstrueux. Là, on dépasse en termes d'asservissement des femmes, on dépasse presque l'état dans lequel on était il y a des siècles. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc, à la fois, oui, je sens évidemment une vraie évolution d'une partie de la population, notamment des femmes, vraiment. Je la sens beaucoup plus que chez les hommes qui sont encore réticents, qui ont peur de perdre leurs privilèges, qui ont peur de ce monde de demain qu'ils ne connaissent pas et dans lequel ils seront plus. Et je comprends, hein. Enfin, je veux dire, vraiment, je juge pas du tout. Moi aussi, si demain on me disait, bah, tu vas rends tous tes privilèges, etc. Bien sûr que ça m'inquiéterait. Donc, je comprends. Mais donc à la fois, je sens ça et c'est super beau, super positif, notamment dans les jeunes générations. Vraiment, j'entends des trucs magnifiques. Et à la fois, il y a un durcissement d'une espèce de pudibonderie absurde, de trucs coincés, de religiosité, enfin, c'est l'enfer. Et pas que dans alors évidemment les classes dirigeantes, ça ils sont debout sur le frein de ça, bien sûr, mais même chez les gens. Même chez les très jeunes, en plus. C'est effrayant. Ouais. Mais c'est genre respecte-toi, etc. Non, les femmes, elles sont faites pour être. Enfin, moi, je suis allée parce que je vais dans des classes et tout souvent, et des gamins qui à 13 ans qui me disent, bah, à moi, qui suis une femme, donc ils me regardent dans les yeux, qui me disent, bah non, madame, je suis désolée, mais la place d'une femme, c'est la cuisine. 13 ans. Ouais. 2023. Ça, c'est les réseaux aussi qui inflamment ce truc. Il y a un gros problème aujourd'hui avec le consentement. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut faire pratiquement pour combattre ce problème, c'est-à-dire dans l'intimité des gens, mais aussi d'un point de vue légal? Parce qu'il y a quand même un gros problème, c'est que les agressions sexuelles, c'est 2 personnes souvent qui sont dans un lieu clos, et il y a une personne qui dit une version A, une personne qui dit une version B, et que juridiquement, aujourd'hui, il y a une sorte de mécanisme qui fait qu'on ne croira jamais la personne qui dit avoir été agressée. Est-ce que tu as une idée de concrètement ce qu'on pourrait faire? Déjà, je pense que déjà, je pense qu'on part mal. C'est-à-dire, partir du principe qu'il y a une partie de la population qui doit consentir, qui est limitée à consentir. Enfin, moi, c'est pas, quand j'étais petite fille, tu m'avais dit, bah, plus tard, comme ça, tu pourras consentir. Donc, tu pourras pas proposer, tu pourras pas désirer, tu pourras pas vouloir, non, tu vas consentir. Ou non. Enfin, à quel moment c'est un rêve, quoi? Enfin, à quel moment on a accepté, collectivement, que l'horizon des femmes, c'était le consentement. Déjà, je trouve après, ça c'est peut-être femme-homme, hein, dans le consentement, ça peut être dans les deux sens, mais on est d'accord que... Voilà, on est d'accord qu'il s'agit de ça dans 95% des cas. Donc déjà, je trouve ça... je pense que là, on se trompe sur cette idée-là. Et ensuite, il y a, sur les agressions sexuelles et leur report, enfin leur... bon, je sais pas pourquoi j'ai pas leur rapport. Moi, il y a un truc que je dis dans mon spectacle dont je suis absolument persuadée, c'est que je pense que tant qu'on ne séparera pas les deux, tu te casses la jambe, tu vas à l'hôpital. Est-ce qu'on va te demander qui t'a cassé la jambe avant de te soigner? Non. À aucun moment, jamais. Enfin, ça ne traverserait l'esprit de personne. On te soigne,
Point. Et ensuite, éventuellement, si tu vas peut-être dénoncer quelqu'un, accuser quelqu'un, il va se passer, mais c'est un autre problème. On te soigne. Et on va pas te dire, mais on va pas te dire, mais si on trouve pas qui t'a cassé la jambe, c'est que personne te l'a cassé. Bah si, en fait, vous voyez bien. Bon. Donc déjà, je pense qu'il faut absolument décorréler les deux expériences. C'est-à-dire que quel intérêt, enfin, je sais pas si t'as déjà porté plainte, si t'es déjà allé dans un commissariat pour dire, enfin, je veux dire, qui, oui, il y en a, bien sûr, mais qui va aller se faire chier? Non, une femme qui dit j'ai machin, c'est qu'elle l'a, enfin, faut arrêter, quoi, enfin. Donc, je pense qu'il faut décorréler totalement les deux expériences. Il faut une victime qui vient se plaindre doit être prise en charge comme une victime. Point. Mais sans aucun bémol, sans aucune nuance, rien. C'est une victime, on la prend en charge, donc on la soigne, on la pense, on la calme, on lui offre un soutien psychologique, un soutien médical, on la soigne. C'est une victime et on reconnaît son préjudice. Une femme qui arrive en pleurant, enfin, c'est comme un enfant qui te dit j'ai froid, tu fais mais non, t'as pas froid, il fait chaud. Il t'a dit qu'il a froid, connard. Enfin, c'est quoi à quel moment on peut dénier à un être humain la liberté d'avoir des émotions. Enfin, on marche sur la tête. Enfin, et ce qui est fou, c'est que on accepte ça. C'est dingue. Bref, donc évidemment que à partir du moment où quelqu'un dit je suis une victime, j'ai subi un préjudice, la seule chose à faire, c'est reconnaître le préjudice et la nature de victime. Point. Bam. Et ensuite, dans un second temps, si cette personne, parce que parfois aussi, t'as envie de dire j'ai été violée, j'ai subi ça, mais t'as pas envie d'accuser quelqu'un. La chose qui se passe la plupart du temps, c'est qu'en fait, on a été élevé de telle manière qu'il va se passer un rapport sexuel compliqué, où sur le moment, effectivement, la femme n'a pas dit non, elle n'a pas dit non clairement, elle n'a pas, voilà, l'homme, on a été élevé, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pornographie, les femmes ont été élevées à plaire, à se soumettre, et les hommes à prendre, et donc, enfin, moi, je pourrais accuser de viol 20 mecs. Il y a 20 mecs, j'étais jeune, j'étais bourré, je voulais pas vraiment, etc. Mais ça serait tellement injuste. Ils avaient aucun moyen de le savoir. Aucun moyen. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus, je disais que j'étais pas sous, je disais, ah oui, prends-moi, je t'en supplie. Enfin, ça serait dégueulasse. Mais pourtant, j'ai été violée. Et là, en fait, on vit dans un monde où je suis obligée de dire soit que j'ai pas été violée, et qu'il m'est jamais rien arrivé, et que tout va bien, soit d'accuser 10 gars. Enfin, c'est absurde. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas ok, j'ai été victime, soignons, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est soignons la victime. C'est ça. Et après, on n'est pas obligé de dire c'est la faute de quelqu'un. Okay. Et surtout, on pourrait laisser la possibilité à la victime, soit de dire, bah non, c'est juste ça que je veux qu'il soit reconnu légalement, socialement, médicalement, psychologiquement. Je veux que ça soit reconnu. J'ai subi ça, voilà, de manière que, et puis tu peux avoir un arrêt maladie, comme si t'as un arrêt maladie si tu te casses la jambe, enfin, tu vois. Et dans un second temps, effectivement, la personne doit pouvoir dire, bah, en fait, c'est cette personne qui m'a fait subir ça, mais ce que je souhaite, c'est qu'elle soit éduquée, cette personne, c'est qu'on lui explique. Je souhaite pas qu'on la mette en prison, je souhaite pas qu'on la punisse, je souhaite pas qu'on lui tape sur les doigts, je souhaite qu'on lui explique. Je souhaite qu'on explique à cette personne qu'elle m'a fait du mal, qu'en fait, j'étais pas consentante et que j'ai pas pu le dire parce que la sidération, l'éducation, enfin, je souhaite qu'on l'éduque. Ou alors, effectivement, si c'était dans des conditions plus machin, je souhaite qu'on la juge, je souhaite qu'elle ait un procès, mais qu'il y ait plus de degrés de... Mais évidemment. Et la plupart du temps, les mecs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle crispation des hommes, ils sont là, mais j'ai rien fait, j'ai rien. Et ils s'en sont persuadés. Ouais, tout à fait. Donc, ce qu'on peut leur reprocher, enfin, en tout cas, ce que moi je leur reproche, c'est de pas être capable de voir le monde dans lequel on vit, les privilèges qu'ils ont et qu'il faut quand même commencer à sortir les doigts du cul, que c'est pas aux femmes seules de régler le problème. Donc ça, je leur en veux. En revanche, sur le moment, effectivement, le moment où il a sorti son zizi, il a fait parce que non. Ouais, bien sûr. Okay. Enfin, c'est juste un con comme un autre. Super. Dernière petite question. Est-ce que on peut avoir une sexualité épanouie quand on a de la notoriété? Est-ce qu'on n'est pas des fois l'objet de désirs un peu bizarres de gens qui te rendent objet? Ça peut-être, mais je suis pas contre ça. Moi, en tout cas, pour toi, t'y arrives. Okay. Oui, moi, non, en revanche, si, il y a un truc intéressant quand même, c'est que le fait d'avoir une certaine notoriété, mais c'est surtout, c'est pas tant la notoriété que le fait que je suis sur scène. Et si tu je veux dire, si tu me vois sur scène, enfin, tu vois, je suis là, je suis devant 1000 personnes, je suis en bas, enfin, tu vois, d'un coup, je suis immense. Enfin, tu vois, je prends la plage, j'ai des lumières, j'ai des fumigènes, j'ai un micro, je suis là. Et effectivement, et puis après, les gens se lèvent, standing ovation, ils crient, Noémie, on t'aime, enfin, c'est super fort. C'est bon signe. Hein? C'est bon signe. Ouais, c'est super bon signe. Mais ça, effectivement, pour un homme, avec qui je peux être en couple, en relation, etc., jusqu'à présent dans ma vie, ça a souvent été très, très compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc, justement, par rapport au schéma dont je te parlais tout à l'heure,
ça correspond pas au schéma. Ouais, Une femme qui est comme ça, non, dans le schéma, c'est le rockstar et la groupie. Ça marche. En revanche, la rockstar et le groupie, mais même pour moi. Et ça a été très longtemps compliqué de trouver. C'est-à-dire que je me souviens qu'avant, quand je sortais de scène, genre, je venais me minimiser dans les bras de mon mec. Genre, non, mais, enfin, tu vois, d'un coup, je culpabilisais d'avoir été si grande et si forte sur scène. Et de lui avoir peut-être coupé les couilles, alors que, lui me demandait rien, hein. Tout ça a été inconscient. C'est ça. Mais il se jouait quand même ce truc-là, quoi. Eh ben, merci beaucoup. J'ai encore la dernière question du podcast. Est-ce que tu as une idée de qui je pourrais inviter et sur quel sujet? Une personne, ça peut être une chanteuse, une actrice, un acteur, un cuisinier, un boulanger, même une personne lambda, que tu trouverais intéressant d'interviewer sur un sujet particulier. Peut-être par rapport à ce qu'on a dit ou par rapport à d'autres aspirations que tu as dans la vie. Par rapport à ce qu'on a dit, Chloé Thibault, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Désirer la violence. Ok. Et ce serait quoi le sujet c'est ça, c'est vraiment l'érotisme 2.0, quoi. Enfin, tu vois, que les modèles, voilà, comment on est formaté. Ou Nathalie Achard, Nathalie Achard sur les mécanismes de domination et sur la communication non violente. Ok, trop bien. Ouais, canon. Putain, en fait, c'est fou, c'est horrible parce que je pourrais t'en dire plein et là d'un coup j'ai mon cerveau qui freeze. Bah tu m'as déjà donné 2, hein. Ouais, super. ça va, bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que les réseaux sociaux, je suppose, et là tu pars en tournée pour ton spectacle? C'est ça. Enfin, j'ai l'harmonie des genres. Attends, je crois que j'ai un petit. Ouais, regarde. Pam. Donc l'harmonie des genres, je suis au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, mais c'est des dates un peu ponctuelles parce que je suis en tournée le reste du temps en France et en Belgique. Je joue à Bruxelles la semaine prochaine. Trop bien. Ouais. Tu sais où? Non. Tu sais pas où? À Ouderghem. À Ouderghem. Trop bien. Ben écoute, c'est quand? Tu connais la date? Non. Le 16. On dirait qu'il y a ton manager. C'est ça. Donc le 16 mars, j'ai joué à Ouderghem. Octobre. Ah oui, parce qu'on est en octobre. Putain. Le 16 octobre, je joue à Ouderghem. Trop bien. Et voilà. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et aussi, à Paris, il y a un garçon, attends, je te sors le truc. Un garçon que j'ai mis en scène, qui s'appelle Samuel Sartenay, dans un spectacle qui s'appelle Garçon, justement. Et, attends, je te montre. Ah, lui, ça peut être super intéressant aussi de le recevoir. Trop bien. Oui, lui, ça peut être super intéressant de le recevoir sur, le sujet de la masculinité. En fait, sa baseline, c'est comment devenir un homme quand tu veux pas ressembler à ton père. Ah, ok, trop bien. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, il s'empare d'un discours qui, pour l'instant, est réservé aux hommes homosexuels, et qu'on n'entend pas. Lui non plus, c'est un mec hétéro, classique, beau gosse, 25 ans, qui joue au foot, à FIFA, enfin, un mec, tu vois. Sauf que, il aime porter des robes et se mettre des trucs dans le cul. Voilà. Bah, c'est un bon pitch. Hein. Et c'est un bon pitch. Ouais, non, vraiment. Mais c'est très bonne idée. Je l'inviterai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Lorenzo. Merci d'avoir écouté Bonne Question Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour essayer de comprendre un nouveau sujet passionnant. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn, ce que vous voulez. À bientôt. Big bisous les amis.